Bienvenue dans cette salle. Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Ça c'est. Allons, prêt, non, vite. Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle Formule Express de retour à l'écran. Après notre débat consacré aux films de Noël, on garde le plaid et on se refait un chocolat chaud pour écouter les histoires de nos 3 films favoris du genre. Pour débuter, c'est moi Max qui vais vous raconter en présence de mes 2 camarades, salut Mick. Salut! Et salut Tib. Salut. Comment est née l'une des comédies les plus cultes du cinéma français. Je suis au cœur de la manifestation. Vous entendez derrière moi les manifestants scander leur slogan. Le Père Noël est une ordure. Ça me semble bizarre, mais apparemment c'est ça. Le Père Noël est une ordure. À vous parier. Tib vous parlera dans la formule suivante de Fantôme en fête de Richard Donner avec l'excellent Bill Murray, et Mick vous expliquera lui comment le deuxième opus de la saga Batman, signé Tim Burton, a vu le jour. Allez, c'est parti pour la longue histoire du Père Noël est une ordure. Destinés, on était tous les deux destinés. Joyeux Noël, fée! Mais Josette, une te rends pas compte, tu aurais pu lui faire mal? Eh ben tant pis! Bon, alors il y a une énorme quantité de gens qui ont vu ce film. Je crois que quasiment 90% de la France a dû voir ce film à un moment donné, mais on est quand même un peu tenu de faire le pitch du film lorsqu'on présente un film comme ça sur une certaine durée. Est-ce que Max, tu peux nous représenter une nouvelle fois Le Père Noël est une ordure si c'était utile? Mais bien sûr. Alors le Père Noël est une ordure, c'est quoi? On est le soir de Noël, on est à la permanence téléphonique de SOS Détresse Amitié au 17 rue Montmartre à Paris. Il y a des bénévoles donc qui tiennent cette permanence et qui sont présents ce soir-là. C'est des gens qui sont paradoxalement aussi paumés que névrosés, et ils vont vivre une nuit de cauchemar avec la visite de personnages tout aussi paumés qu'eux et qui vont provoquer catastrophe sur catastrophe. Je dis pas ça pour toi, Josette, mais enfin c'est quand même à cause de vous qu'on passe un Noël épouvantable. Ah bah ça c'est vrai, merci Félix. Le Père Noël c'est une ordure. Et du coup, en fait, ça s'est passé un peu comment, cette genèse de film? On va retourner en 1978, en avril 78, en fait, toute l'équipe du Splendide qui vient de finir le tournage des Bronzés. Ils viennent de vivre un peu leur première grande expérience cinématographique ensemble. Ils avaient joué dans pas mal de films, des seconds rôles, des troisièmes rôles dans plein de films depuis quelques années. Ils avaient joué dans des pubs et compagnie, mais là c'était leur premier gros film ensemble, toute la troupe du Splendide, qui était adaptée de Amour, Coquillage et Crustacés. Et à ce moment-là, donc, ils ont envie de se remettre à réécrire une nouvelle pièce. Donc ils se remettent ensemble et au bout d'une semaine, voilà, ça matche pas trop. Il y a Michel Blanc qui dit non mais moi j'ai plus envie, je me sens pas de le faire, voilà. C'est cela, oui. Ok, donc le reste du Splendide, donc Clavier, L'Ermite, Balasco, Chazelle décident de continuer. Ils ont vraiment envie de continuer à écrire. Et ils cherchent une idée. Un jour, Josiane a dit tiens, SOS Amitié. Ah ouais, pas mal. Et c'est vrai que les gens qui étaient là-dedans étaient assez particuliers. Le jour même, on a appelé d'ailleurs SOS Amitié pour voir comment ça faisait quand il répondait. Et puis... Allô, SOS Détresse? Je suis au bout du rouleau là. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Appuyez sur le bouton. Donc ça les inspire beaucoup. D'ailleurs, ils ont des connaissances qui travaillent dans ces organismes-là. Donc ils vont s'inspirer de ça. Et puis aussi, rapidement, ils se décident de situer cette pièce à la période de Noël. Parce que pour eux, c'est la période où les désespérés sont le plus désespérés. Donc voilà, ils veulent vraiment jouer à un côté très... vraiment partir dans la satire noire, la satire grinçante. Donc ils vont commencer à écrire aussi des personnages un peu trash, des portraits de marginaux dans la société de l'époque, ou des gens un peu spéciaux, quoi. Le premier, c'est Mortez, c'est le personnage de Mortez, qui est le personnage un peu coincé qui dit tout le temps « c'est cela, oui ». Et ce personnage, il est inspiré de quelqu'un qu'ils connaissent bien. Je sais que le c'est cela, oui, c'était venu aussi d'un agent qu'on avait à l'époque, Georges Lambert, qui était très très comme ça, intimidé, qui disait oui, c'est cela. C'est cela, oui. On ne pouvait pas savoir ce que ça voulait dire, parce que c'était une réponse qui faisait également à des questions précises, genre est-ce que je tourne demain? C'est cela, oui. Après, ils vont écrire d'autres personnages. Un des plus mythiques, c'est celui de Josette. Et pareil, c'est un personnage qui est inspiré de quelqu'un qu'ils ont déjà croisé. Josette nous est inspirée par une fille qui habitait dans le quartier, très ingrate physiquement, à la limite de la débilerie légère. C'était une espèce d'SDF qui traînait dans le quartier avec un caddie comme ça aussi. Elle ramassait en fait les bouteilles vides pour toucher la consigne en les rendant
chez le marchand de vin à côté. Et puis il y a le fameux personnage du Père Noël qui est hyper trash. Par contre, dès le départ, on ne sait pas trop qui va le jouer, mais voilà, il pousse les curseurs à fond. Il faut vraiment qu'il soit totalement barjot, trash. On va y aller au maximum. Donc au départ, mis à part l'ermite, personne encore de personnage attitré, sauf celui de Monsieur Preskovitch, qu'on va donner à Bruno Moineau, qui est le régisseur du théâtre où se produit la troupe. Le théâtre, c'était à la rue des Lombards, à Paris. Donc voilà, qui de temps en temps venait faire des petits rôles, des mini-rôles. Et là, c'est la première fois que la troupe lui crée un vrai rôle, donc celui de Monsieur Preskovitch, le voisin d'origine des pays de l'Est. Je vous ai apporté du bichou. Des quoi? Des doubichou. C'est comme des truffes en chocolat. Je vais les remiser par devers moi. Mais vous ne les goûtez pas, Madame Thérèse? Ah bah si, nous allons les goûter. Oui, mais bien sûr, nous allons les goûter, bien sûr, M. Preskovitch. À vous, Pierre. Ah non, je vous en prie, Thérèse. On ne sait que choisir. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix. Ce sont les fameux doubichou de Sofia. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui. Et puis, ça n'est que des bonnes choses, hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. C'est une fabrication artisanale. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, quoi. Oui, c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Là, on est en novembre 78. Et ils vont être obligés de s'interrompre dans l'écriture parce qu'il y a la sortie des Bronzés en fait. Parce que, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est à la fin du tournage qu'ils ont commencé à vouloir écrire. Ils ont commencé à écrire ce début de pièce du Père Noël est une ordure qui n'a pas encore de titre à l'époque. Mais là, ils vont s'interrompre parce qu'il faut faire la promo, il y a la sortie du film, il faut assurer la sortie des Bronzés. Ils s'attendent pas à un succès, ils se disent voilà, on s'est bien amusé, ça va marchoter, on va pouvoir écrire derrière. Et en fait, le film est un succès, et le producteur Yves Rousset-Rouard, qui est l'oncle de Clavier, et qui est le futur fondateur pour les plus anciens de la société d'édition vidéo RCV, qui avait édité beaucoup de cassettes vidéo dans les années 80, qui leur demande tout de suite d'écrire une suite, de laisser tomber l'écriture de leur nouvelle pièce et d'écrire tout de suite une suite aux Bronzés. Au début, ils sont hyper réticents, ils n'ont pas envie de remettre le couvert avec les Bronzés, ils pensent avoir déjà tout dit avec les Bronzés, ils n'ont pas envie de se remettre dans la peau de ces gens-là. Bon, après, le producteur met un peu d'argent sur la table et ils acceptent. Donc voilà, ils écrivent à l'arrache, parce qu'on est en novembre 78, donc ils écrivent un peu à l'arrache, parce qu'en mars 79, le début du tournage des Bronzés font du ski débute. Donc il y a à peine 5 mois entre le moment où Les Bronzés est sorti et le début du tournage des Bronzés font du ski. Ouais, ça explique aussi un peu le côté corrosif aussi, hein, parce qu'ils y sont allés trash. Hein. D'ailleurs, ils se sont inspirés de quelques trucs qu'ils avaient commencé à écrire pour le Père Noël, qu'ils ont inclus dans le scénario des Bronzés font du ski. C'est une recette du pays. Ça s'appelle la foune. La foune. Et c'est quoi qu'il y a dedans, là? Ah, bah ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors on fait macérer ça avec du gras et puis de l'alcool de bois pendant 2-3 saisons. Puis il y a les couennes aussi. Moi j'ai petit, je veux devenir un vrai montagnard. Il n'y a rien de tel pour se faire une bonne santé. C'est délicieux. On sent bien le goût du gras, hein, ça passe pas inaperçu. Puis celle-là, elle a au moins 3 ans d'âge. C'est vous dire, c'est la bonne. C'est quoi les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Voilà, le tournage donc a lieu en mars 79, et donc après le tournage, en avril, ils reprennent l'écriture de la pièce du Père Noël est une ordure, qui n'a pas encore ce titre-là. Ils se décident à ce moment-là de se distribuer les rôles. Balasco veut jouer Josette, mais en même temps, elle joue aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Bunny's Bar. Donc elle lâche l'affaire, et c'est Marianne Chazelle qui hérite du rôle. Moi, au départ, il était plus évident que je joue Thérèse, et que Josiane joue Josette. Et puis, il y a un moment où j'ai dit, écoutez, jusqu'à présent, j'ai toujours fait des rôles de petites minettes, de petites pépettes mignonnes et tout. J'ai envie de faire autre chose. Je voudrais faire un rôle plus de composition. Et puis, j'ai eu l'idée des dents, parce que comme j'arrivais pas à la faire parler comme je voulais, parce que je voulais qu'elle ait un phrasé très rapide, un petit peu bizarre, je suis allée voir mon dentiste et je lui ai dit, écoutez, j'aimerais que vous me trouviez un moyen de chuinter. Ça chuinte. Et à partir du moment où j'ai mis cet appareil, pendant les répétitions, le personnage est arrivé. Parce que j'étais comme protégée comme un masque, si vous voulez, c'était plus vraiment moi. Il y a aussi le personnage de théâtre dont Marianne Chazelle vient de parler, et donc naturellement il serait revenu à Balasco, mais comme je le disais, elle était prise pour son autre pièce Bunny's Bar. Dans la troupe il n'y avait plus d'autres femmes en fait, donc ils décident d'aller taper à la porte d'une autre troupe, la troupe de la Veuve Pichard, et ils vont demander à Anémone de jouer ce rôle. Trouve qu'elle sera parfaite pour le rôle, et Anémone accepte. Moi j'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile, c'est tout. La Croix-Rouge, ça me demande de faire des gants à 3 doigts.
Alors dites, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Mais bien sûr, bien sûr. Mais Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et hop. Hein? Junio devait jouer le rôle de Katia, donc le travesti, mais finalement il le fera pas parce qu'il il refusa de raser sa moustache. Donc c'est lui qui va hériter automatiquement du personnage du Père Noël. Alors qui pour jouer Katia? Alors si dans le film c'est Clavier qui le joue, mais au moment où la pièce se monte, il est occupé sur le tournage de Je vais craquer de François Leterrier d'après une BD de Lausier. Donc ils vont demander aussi, ils vont aller frapper aussi à la veuve Pichard, et ils vont demander à Roland Giraud de jouer Katia. Ça peut paraître bizarre d'avoir demandé à Roland Giraud, qui a pas du tout le même physique que Clavier. Mais Clavier, grave. voilà, Roland Giraud est plutôt grand, plutôt trapu, et donc ça faisait un peu bizarre d'avoir Roland Giraud avec une certaine carrure, d'avoir Roland Giraud dans la peau de Katia. Mais c'est ce qui va se faire, et ils vont monter la pièce avec Roland Giraud dans le rôle de Katia. Donc vient l'histoire du titre. Au départ, ils ont une idée, et comme ils ont poussé les curseurs à fond, on va appeler Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Et donc ils font un sondage autour, machin, on se dit, et on leur dit, les gars là, vous allez peut-être un peu trop loin, machin, voilà, réfléchissez-y, mais voilà, ça va pas le faire. Donc finalement, c'est là qu'ils ont décidé, Le Père Noël est une ordure. Donc voilà, la pièce est écrite. Les rôles sont distribués, on arrive au 17 octobre 79 et c'est la première de la pièce. Donc la pièce est jouée au Théâtre du Splendide, rue des Lombards, et c'est un énorme succès. À tel point qu'ils vont être rapidement obligés de déménager à la Gaîté Montparnasse en janvier 80, où ils vont jouer la pièce plus de 200 fois. Le tournage du film de Leterrier, donc Je vais craquer, dans lequel joue Clavier, se termine, et donc Clavier va récupérer le costume du travesti, parce que depuis le départ, Roland Giraud dans la peau de Katia, c'était un peu le bémol en fait de la pièce. Donc Clavier récupère le rôle, et voilà, ça marche encore mieux avec Clavier qui a réintégré la troupe. Donc devant ce succès-là, le producteur Yves Rousset-Rouard, donc qui est toujours l'oncle de Clavier, qui était le producteur des Bronzés et des Bronzés font du ski, demande à la troupe l'autorisation de faire une captation pour l'exploiter en vidéo, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait là, à ce moment-là, il a monté sa boîte d'édition vidéo, donc il se dit, ça marche au théâtre, on va voir si ça marche en vidéo. La captation est faite, ça sort en vidéo, et c'est un énorme succès en location vidéo. Donc tout de suite, il leur dit, on n'a pas le choix les gars, va falloir l'adapter, va falloir faire une adaptation Cinoche, va falloir faire un film. Sur le principe, la troupe elle est ok, mais à une seule condition, c'est qu'ils soient coproducteurs, parce qu'en fait, ils sont ok pour repartir avec Yves Rousset-Rouard, mais ils estiment que sur les 2 premiers Bronzés, ils s'en étaient mis un peu plein les poches et eux pas assez. Donc ils décident de monter leur boîte de prod, qui s'appelle Les Films du Splendide, et ils lui proposent au producteur de coproduire avec lui. Et ils ont aussi la chance, cette fois-là, parce que ça n'avait pas été le cas pour les 2 premiers films, qu'une chaîne de télévision aussi vienne y mettre ses billes, ça sera Antenne 2. Alors, qui pour réaliser cette adaptation cinématographique? Instinctivement, on pense à Patrice Lecomte qui avait réalisé les 2 premiers Bronzés. Même si les 2 tournages s'étaient bien passés, s'ils étaient très copains avec lui, voilà, ils estimaient que c'était peut-être pas la bonne personne pour réaliser ce film qui est une adaptation particulière avec un ton particulier. Lecomte écarté, Josiane Balasco va proposer Jean-Marie Poiret, avec qui elle est devenue amie parce qu'elle vient de tourner avec lui Les Hommes préfèrent les grosses, qui est l'adaptation de sa pièce Bunny's Bar dont je parlais précédemment. Et d'abord, j'étais très content qu'on me choisisse. Ils étaient tous en train de s'engueuler parce que c'est le premier film de producteur du Splendide. Donc chacun est arrivé avec son metteur en scène. Chacun avait fait un film à succès avec un metteur en scène. Donc évidemment, il y avait Lecomte qui était sur le coup, qui était le préféré du producteur. Il y avait Junio qui voulait Philippe Galland, je crois. Et puis Balasco qui suggérait moi, parce qu'on venait de faire un carton avec les grosses. Et en fait, c'est ce dîner d'amitié avec Clavier est arrivé dans la balance. Donc en effet, c'est Jean-Marie Poiret qui va être choisi par la troupe pour réaliser l'adaptation de la pièce Le Père Noël est une ordure. Alors qui est Jean-Marie Poiret? Jean-Marie Poiret, c'est le fils d'Alain Poiret, qui était l'un des grands producteurs de la Gaumont, et qui a fait ses armes en tant que scénariste à la fin des années 60 et au début des années 70 comme le collaborateur de Michel Audiard. Il a été le scénariste de quasiment tous les films réalisés par Michel Audiard. Il a aussi travaillé avec Lautner, et au bout d'un moment, il a voulu être lui-même réalisateur. Il avait réalisé au milieu des années 70 un film qui s'appelle Les Petits Câlins, et qui a été un film qui est passé totalement inaperçu.
Et ensuite, il a tourné Les Hommes préfèrent les grosses avec Balasco. Et donc, c'est une amitié née avec Balasco à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça qu'il intègre, entre guillemets, la troupe du Splendide et que c'est lui à qui on va confier la réalisation du Père Noël est une ordure. Mais la collaboration avec le Splendide ne va pas très bien commencer. C'est-à-dire que tout à coup, c'est moi qui suis arrivé et qui ai failli être jeté à peu près aussi rapidement que je suis arrivé. Parce que l'écriture s'est passée assez moyennement bien, en fait. Je voulais beaucoup de changements, moi, par rapport à la pièce. Et eux voulaient filmer la pièce. En plus, le producteur c'était assez bizarre comme film. Le producteur m'avait invité, quand c'était moi qui étais choisi, pour me dire que tu vas faire le film, si ça te plaît. J'ai dit oui, j'avais adoré cette pièce, je l'avais vue 4-5 fois. Mais je lui ai dit, mais c'est un film. J'ai dit, c'est pas une pièce de théâtre. J'ai dit, vous avez déjà fait une captation de cette pièce, donc on va pas refaire pareil. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu bouger les lignes par rapport. Et Josiane m'appelle un soir, elle me fait, tu sais, vas-y mollo, parce que tu vas gicler là. Thierry et Junior ne peuvent plus de tes critiques, ils disent ça a très bien marché, on ne va pas tout refaire, qu'est-ce que c'est ces histoires? Donc elle me dit, tu mets la pédale douce. Et je dois dire que c'est Christian qui est quand même, c'est à la fois une amitié incroyable, et Thierry et Christian sont très moteurs. Et généralement, Christian l'emporte. Donc, en réalité, j'ai failli gicler, parce qu'il me trouvait un peu chiant, un peu trop perfectionniste sur le scénario. Le film est assez réussi, malgré tout. Voilà. Mais ça avait créé une tension. Et je dois reconnaître que je suis incroyablement reconnaissant au Théâtre du Splendide, en tant que producteur, de m'avoir soutenu de A à Z. Donc voilà, il va un peu bousculer, comme il le dit lui-même, il va énormément bousculer la troupe pour la réécriture des personnages. Il va aussi aérer la pièce, parce qu'il veut pas, et comme il le dit lui-même, il veut pas que ça soit du théâtre filmé. Donc il va écrire des scènes qui se passent à l'extérieur. Toutes les scènes, notamment dans l'ascenseur, la scène de début, la scène d'intro qui se passe devant les Galeries Lafayette, lui, il veut vraiment amener quelque chose, il veut éviter vraiment le piège du théâtre filmé. Et puis il faut qu'il crée aussi un rôle pour Balasco, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, Balasco en fait elle n'avait pas de rôle, puisque les rôles qu'elle devait interpréter en fait elle n'a pas pu le faire pour les raisons que j'ai déjà citées, donc elle avait rien. Donc comme elle était présente là et qu'elle est un peu la responsable de la venue de Poiret, ils vont écrire le rôle pour elle de Madame Musquin, la fameuse Madame Musquin. Vous ne connaissez pas les hommes, Thérèse. Croyez-moi, homme en retard, liaison dans le tiroir, et je sais de quoi je parle. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Il y a un autre rôle qui a été créé aussi, c'est celui pour Jacques François. Cet acteur, un second rôle très connu, qu'on voyait beaucoup dans les années 70, 80 et 90. Et pourquoi Jacques François? Parce que c'est un acteur qui appréciait beaucoup l'humour de la troupe. J'avais entendu parler beaucoup du spectacle que cette équipe avait installé dans un petit café-théâtre. Nous avons été tellement enchanté par ce spectacle, vraiment enchanté, et je n'ai pas l'enchantement très facile. Il nous avait fait savoir très gentiment que s'il y avait quelque chose pour lui, il jouerait avec nous. Même pour une figuration de quelqu'un ayant mon aspect, je serai à vous quand vous voudrez, si je suis libre. Nous, on était sidérés parce qu'on s'est dit, bon, d'abord, comment il connaît nos spectacles? Il avait vu tout ce qu'on avait fait. Je ne crois même pas qu'on m'a donné un scénario. Je crois qu'on m'a donné 3 pages dactylographiées où il y avait les 3 répliques que j'ai à dire, dont celle qui est devenue célèbre. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Et mais c'est de la merde. C'est inimaginable ce que cet acteur fait là. Ah ouais, ça nous avait cueillis, quoi. Je veux dire, c'est tellement bien fait, quoi, tellement bien joué. De vérité, on était super admiratifs. Ça faisait preuve quand même une très grande à la fois d'ouverture d'esprit et de sens de la déconnade aiguë chez un monsieur qui porte plutôt très chic et très élégant. Et ça a été un des sujets de gloire de mon fils au lycée Carnot. François, tous les copains disent François. Et François, t'es pas le fils de c'est de la merde. Donc voilà, Jacques François qui interprète le pharmacien dans une de ces fameuses scènes d'aération en fait qui ont été écrites spécifiquement pour le film, justement pour qu'on sorte de cet appartement.
Et puis il y a cette fin que Jean-Marie Poiret trouvait absolument la fin originale, qu'il trouvait absolument affreuse, parce que dans la pièce, l'immeuble explosait en fait et tout le monde mourait. Donc il a imposé à ce qu'on réécrive totalement la fin. Le producteur aussi, Yves Rousset-Rouard, lui c'est plus d'un point de vue financier, il se voyait mal faire exploser un immeuble pour le besoin du film, parce qu'on n'a pas encore les effets spéciaux pour le faire. Donc voilà, il a été rapidement acté qu'on change la fin. Donc Jean-Marie Poiret a proposé à ce que l'on tourne cette fin dans un zoo, et pour ceux qui ont vu le film, ils vont tuer accidentellement un réparateur d'ascenseur, et pour faire disparaître le corps, ils vont le découper en morceaux et le donner à manger aux animaux dans le zoo. Et ça, cette fin-là qui est un peu... que beaucoup considèrent comme ratée, en tout cas moins réussi que le reste, et ce qui n'est pas faux dans le fond, hein. Moi, je considère que c'est à partir de ce moment-là que le film est un peu plus faible, qu'il est très très fort et très très réussi et très très drôle jusqu'à cette fin-là, mais bon, ça reste une fin qui reste quand même assez fun. Mais ça pousse le curseur dans la comédie de mœurs, dans la satire sociale jusqu'au bout finalement. Jusqu'au bout, ouais. Et il y a une certaine cohérence dans cette fin. Donc voilà, ils ont écrit cette fin, ils ont réussi à réunir un budget de 10 millions de francs de l'époque, et donc en décembre 81, ils décident de commencer à tourner le film. Et ils vont commencer à tourner les scènes d'introduction, toutes celles qui se passent devant les Galeries Lafayette. J'ai tourné le début, le générique, en fait, à Noël, au moment des fêtes, parce qu'on voulait économiser les problèmes de décoration. Si on avait dû redécorer les Galeries Lafayette, ça aurait été difficile. On a tourné la sauvette. J'étais planqué dans une camionnette. On sortait la dernière minute, on tournait comme ça, on rentrait. Et comme c'était la veille du jour de Noël, en réalité, on n'a pas eu tellement de pépins parce que les gens étaient tellement occupés. On n'avait pas le droit de tourner. Et moi, j'étais caché. Enfin, je tournais ça, je déteste ça, moi. Mais j'ai failli me faire embarquer par les flics parce que j'avais croisé un autre Père Noël qui faisait ça aussi, qui m'avait montré un PV parce que le Père Noël, si vous n'êtes pas payé par le grand magasin, vous êtes considéré comme un travesti. Il y avait un plan que je réglais qui était un peu long et donc Gérard, ça a été assez chaud sa fausse barbe, avait retiré sa fausse barbe, puis il fumait une clope assise dans la rue, comme ça, et puis il y a une dame qui est arrivée, qui l'a pratiquement tapé avec son parapluie et qui a dit « Mais remettez-moi cette barbe immédiatement, regardez !» Parce qu'évidemment la petite fille disait « Mais c'est pas un vrai !» Donc elle était offusquée. Ils avaient quand même demandé l'autorisation aux Galeries Lafayette de tourner, et les Galeries Lafayette, comme ils ont vu le sujet, que même s'il leur avait donné un faux titre, en fait, il leur avait donné Les Bronzés Fêtes Noël comme titre de travail, mais les Galeries Lafayette n'étaient pas dupes, ils avaient compris que ça n'avait rien à voir avec les Bronzés, et que quand ils ont vu débarquer Junio avec ses prospectus de striptease, ils se sont dit ça pue, on va pas le faire, donc vous n'avez pas le droit. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de le faire en cachette, et parce que ils avaient plus le choix, quoi. Ils avaient besoin de tourner à ce moment-là, comme l'explique le producteur, pour bénéficier des décos de Noël, parce que sinon ça leur coûtait un bras, quoi. Après ces quelques jours de tournage en décembre 81, ils font une longue pause, jusqu'en mars 82, où là c'est le vrai tournage qui commence, et ils commencent par tourner la fin du film, c'est-à-dire toute la partie au zoo, parce que Jean-Marie Poiret s'est dit, tout le monde était un peu sceptique sur cette fin-là, autant la tourner tout de suite, comme ça on s'en débarrasse. Si on cale le tournage de cette scène à la fin du tournage, on va recréer des discussions, des polémiques entre nous, et ça va être le bordel. On est arrivé au zoo le matin pour tourner, le zoo était ouvert, les gens visitaient. Puis c'est long les journées, donc moi je m'étais assise par terre contre le mur des singes, puis j'attendais, et je vois passer un couple qui me regarde, et il me dépose un billet dans la main en disant « ma pauvre petite ». Et ils étaient persuadés que j'étais vraiment une pauvre petite qui était là en train d'attendre. Et Christian, lui, il a été arrêté plein de fois, comme c'était à Vincennes. Il y avait toutes les voitures qui allaient au bois, donc plein de types qui draguaient. Il s'est fait arrêter un nombre de fois en lui demandant combien il prenait, ce qu'il faisait. Il avait un succès fou avec sa jupette léopard. Il avait fallu mettre de la viande fraîche dans les boîtes pour que les bêtes soient un peu énervées et agacées, qu'elles sentent la viande. Sinon, ça ne les intéressait absolument pas. On volait des gnous, c'était marrant de regarder des gnous qui s'accouplent. Regardez ça, c'est magnifique, c'est la nature. Hélas, on n'a pas trouvé de gnous. Et comme les singes sont assez chauds en toute saison, c'était plus facile à tourner. Pourquoi Pierre, c'est très gênant. Comment pouvez-vous regarder une chose pareille? La difficulté, je crois, pour l'avoir, lui, c'était de l'avoir au repos. C'est-à-dire pas en train de... Le tournage se poursuit en studio à Épinay. Il a une petite surprise attend le réalisateur Jean-Marie Poiret. Le producteur ne payait pas la totalité du... Il trouvait le plateau trop cher et il disait mais j'en veux un moitié plus petit. Il n'y en avait pas.
Donc il avait dit je veux payer que la moitié prix. Alors le studio, c'était Épinay, avait dit bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va dessiner. Au milieu du studio il y avait une grande trace, il y avait une grosse barre blanche qui était, il y avait écrit, alors j'ouvre bien, s'il y a une caisse, quoi que ce soit posé de l'autre côté, vous payez prix plein pot. C'est la première fois où on avait un décor construit pour nous. Moi je suis un metteur en scène très exigeant, très très tatillon, perfectionniste, un peu chiant et donc évidemment ça coûte du pognon parce que je fais beaucoup de prises. Ce qui m'agaçait, je me souviens que j'avais poussé une gueulante un jour parce qu'il y avait eu un dépassement de pellicule qui était considérable. Le film a coûté très cher d'ailleurs, parce qu'il a fallu reconstruire tout cet immeuble, l'ascenseur. Il y avait un ascenseur qui avait été construit dans le studio. Il avançait sur 3 étages quand même. Si l'écriture, comme Jean-Marie Poiret l'expliquait précédemment, a été compliquée avec les tensions, avec les réécritures et les négociations avec toute la troupe du Splendide, le tournage, lui, se passe super bien, l'ambiance est super bonne, tout le monde se marre, sauf avec le producteur, encore une fois le producteur, qui, pour des questions de budget, encore une fois, leur impose un rythme de tournage assez lourd, et déjà il leur demande de travailler de 9h à 19h30 sans interruption chaque jour. Donc pas de pause déj, rien du tout. Donc pour contourner cette contrainte, ils décident d'instaurer des pauses déj, ce qu'ils vont appeler des goûters, mais dans le studio en feintant et en mettant la lumière rouge pour interdire aux gens, et notamment aux producteurs, de rentrer. Pendant que le producteur croit qu'ils sont en train de tourner, eux ils se font leur vrai pause-déj, un peu en loose-day, mais ils font leur pause-déj. En cachette, on faisait des goûters, c'est-à-dire qu'on mettait le rouge, je faisais mettre le rouge. Et je ne sais pas comment c'est venu, mais il y a eu pendant tout le film un concours de goûter, c'est-à-dire que tous les jours, les gens arrivaient avec des gâteaux. Et ça, Rousseroir, il a jamais... Parfois, il attendait des fois une demi-heure dehors. Il disait, comment ça, pourquoi il coupe pas le rouge? Parce qu'on faisait des goûters pendant les heures de tournage. C'était une manière de le torturer, ce pauvre homme. Donc tout se passe bien, malgré toutes ces contraintes-là, l'ambiance est super bonne. Ils vont être même obligés, au bout d'un moment, de post-synchroniser, enfin de se dire on va post-synchroniser certaines scènes parce qu'ils se marraient tellement, ils n'arrivaient pas, pour pas gâcher de la pellicule, ils tournaient et puis ils se disaient bah voilà, on se marre tellement que on va post-synchroniser certaines scènes, notamment la scène de la danse entre Mortez et Katia, quand ils dansent sur le Destiné de Guy Marchand. Ils se marraient tellement en la faisant qu'ils ont été obligés de post-synchroniser tous les dialogues de cette scène-là. D'ailleurs, j'ai une anecdote concernant cette chanson de Destinée. Pendant le tournage, en fait, le son, c'était une chanson de Rolio Iglesias, Vous les femmes. Et donc, dans le film, il devait y avoir cette chanson-là. Et finalement, ils n'ont pas eu les droits, ils n'ont pas réussi à avoir les droits pour cette chanson-là. Et comme c'était Vladimir Cosma, qui était le compositeur de la musique du film, qui avait été choisi comme compositeur de la musique du film, et qui avait été le compositeur de Destinée, qui était une des chansons des Soudoués en vacances, qui est sortie la même année, il l'a recyclé et il leur a proposé, il l'a recyclé dans Le Père Noël est une ordure. C'est pour ça que la même année, on entend la même chanson 2 fois dans 2 films différents. Poiret va proposer plein d'idées au Splendide, voilà, il foisonne d'idées, il va proposer plein de choses, il a envie de plein de choses, des fois il va un peu loin, donc il y a toute cette scène, notamment la scène de la vision du lapin, qui va tourner en fisheye, qui est une scène un peu étrange au milieu du film, certains se demandent encore ce qu'elle fait là, cette scène-là, mais voilà, c'est une des expérimentations, une des envies un peu folles qu'avait Poiret, il avait envie de s'amuser, il avait envie d'aller un peu loin, donc il va expérimenter. Ces expérimentations-là, elles vont rallonger le temps de tournage parce que voilà, il avait envie de s'amuser avec le consentement de ses coproducteurs et pas forcément du producteur principal mais de ses coproducteurs qui étaient donc la troupe du Splendide, et donc ils vont dépasser le tournage de 11 jours. Et ils vont exploser de 5 millions supplémentaires le budget dans toutes ces conneries-là. Oh la vache. Le tournage se termine donc au studio d'Épinay le 28 mai 1982 pour une sortie prévue le 25 août de la même année. Alors pourquoi sortir ce film qui se passe à Noël, qui est un film, on va dire, de Noël, à la fin de l'été? Et en fait, c'était pour éviter les problèmes et un bad buzz à cause du titre et du sujet. Et en fait, le bad buzz et les problèmes, ils vont quand même les avoir. On a été interdit d'affichage par la RATP. Ils avaient estimé que le titre était une atteinte à un mythe enfantin. Et de mettre Le Père Noël est une ordure n'était affiché ni dans le métro, ni sur les bus. J'ai le souvenir d'un exploitant de salle, je crois, à la Ciotat, qui avait sur l'affiche rajouté un bandeau en mettant
il y avait Le Père Noël est une ordure, et il avait rajouté Pas le vrai. Super Noël, c'est une ordure. Dans le sud de la France, je me souviens, on m'avait demandé une autorisation, j'avais signé l'autorisation pour pouvoir rajouter un sticker sur les affiches avec écrit, il y avait une bulle avec écrit presque. Alors il y avait écrit Le Père Noël est presque une ordure. Ça a mieux marché que les bronzés font du ski, mais moins bien que les bronzés. Et ça a consterné un nombre de gens, mais alors... Je me souviens que ma mère, qui est la grand-mère de Christian Clavier, m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est que ce titre? Mais c'est horrible! Mais comment? Mais pourquoi ?» On a eu des critiques catastrophiques avec quand Balasco apparaît, le ton est donné, la vulgarité est là. Enfin, on a été descendus d'une façon collective. On a eu évidemment des gens comme Télérama, etc., qui avaient dit que c'était pas bien, et puis qui maintenant disent que c'est bien, mais ça c'était habituel. Moi je me rappelle un taxi qui me dit, il m'avait pas reconnu, qui me dit « Je suis allé voir une connerie l'autre jour, je sais pas si vous avez entendu parler, Le Père Noël est une ordure. Mais que c'est con !» Le film, à l'époque, quand il est sorti, il a cumulé que 1 600 000 entrées, ce qui était quand même une déception. Pourtant, Yves Rousset-Rouart était pas forcément... Enfin, il était déçu, mais pas forcément accablé, dans le sens où le film avait été quand même bien prévendu à l'étranger, beaucoup mieux que les deux bronzés. Et puis il a pris de la notoriété avec l'âge, ce film, grâce aux vidéos, aux diffusions télévision, etc. Et c'est extraordinaire parce qu'on se rend compte que les gens adorent ce film. Dès que ça passe à la télé, ça fait un taux d'écoute incroyable. Et les jeunes de 15 ans s'en foutent des répliques. Eh, monsieur Pierre! Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah ben ça va alors. Ben merci Max pour cette histoire, c'était vraiment passionnant. Il y a plein de détails que je ne connaissais pas moi personnellement. Et ben comment, Tib, toi, t'as réagi au film? Tu l'as vu très jeune, j'imagine, comme nous Je sais même pas la première fois que je l'ai vu. C'est des films qui font partie de ma vie, qui font partie de moi. Ça fait partie des films que quand ils passent à la télé, j'arrête de zapper ou alors on met la galette dans le bousin, quoi. Donc ça, carrément, non, mais voilà, ça fait partie de moi. On rigole, c'est encore un des films où les répliques, tu les redis, tu rigoles, tu dis ça à quelqu'un qui répond, ça, tu lances ça, et puis ça part sur des... Ça, c'est... Voilà. C'est limite du patrimoine, en fait, parce que dès qu'on dit c'est cela, oui, tu vois, enfin, tous les dialogues et tout ça qu'on peut sortir à demi-mot, il y a toujours quelqu'un pour réagir, rebondir sur le truc. Il est tellement connu, ce film. Ça fait partie de notre ADN de français, en fait, vraiment. Hein. Et toi, Max, comment tu l'as découvert, toi? Je suis quasiment sûr, enfin je suis même certain que je l'ai découvert un soir dans les vacances de Noël au milieu des années 80 à la télé sur une diffusion sur Antenne 2 à l'époque, l'ancêtre de France 2. Et voilà, c'est des barres de rire déjà à l'époque, j'étais gamin, je crois qu'on l'a vu en famille et après voilà, aujourd'hui oui, comme tu dis, c'est un film du patrimoine, c'est un film culte, enfin c'est cultissime. Les répliques, tout le monde les connaît par cœur, enfin en tout cas une grande partie des gens les connaissent par cœur. Beaucoup d'expressions sont entrées comme pour les bronzés d'ailleurs, sont entrées dans le quotidien de beaucoup de gens. Je vous présente toutes mes confuses. Vous confuses? Vous n'imaginez pas que je vais aller réveillonner chez Castel avec ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Moi, c'est un film que je vois, que j'ai encore revu il y a une semaine. J'ai dû le voir, je ne sais plus, tellement je l'ai vu. Voilà, j'ai toujours ce petit, encore une fois, c'est ce que je disais pendant je racontais l'histoire. Je sens une baisse de régime à partir du moment où il y a le réparateur qui est tué par accident et qu'il y a toute cette fin qui se déroule jusqu'à la fin dans le zoo. Mais en dehors de ça, enfin, c'est un découpage, une dynamique, des acteurs, des répliques, enfin voilà, tout fonctionne. C'est par rapport aux cagettes entières, aux brouettes entières de comédie qu'on se tape là actuellement, enfin depuis quelques années, on est tellement à 10 000 lieues du Père Noël est une ordure, enfin c'est tellement brillant,
c'est cultissime et c'est totalement justifié, quoi. Ouais. Bah, y a un sens du rythme incroyable. C'est tout le temps, y a vraiment, c'est du papier à musique en fait. C'est vraiment bien agencé en termes de rythme. Moi, je suis comme toi aussi, même si je comprends la démarche par rapport à la fin, il y a une vraie baisse de régime à la fin. Je suis pas trop fan de la fin dans le zoo, etc. Mais tout le reste est tellement génialissime, tous les personnages. Ouais, mais bon, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a eu un sacré boulot de réécriture sur la fin parce que en fait, la fin, elle démarre vachement tôt finalement. Ils ont par rapport à la pièce de théâtre, il faut remonter loin pour relancer cette nouvelle fin. Alors moi j'ai souvenir gamin d'avoir entendu parler du film et notamment de son titre. Et le titre à l'époque, hein, donc je devais avoir 6-7 ans, me dérangeait en fait, parce que moi je croyais encore au Père Noël, j'ai cru assez tard. Et je sais pas, le mélange de ce titre ordure Père Noël, il y avait déjà un côté sulfureux au film. Et quand je l'ai découvert, j'étais mort de rire comme tout le monde et tout ça dans ma famille. Mais il y avait un petit truc un peu, je savais pas trop à quoi m'attendre quand on a lancé le film en fait. Et c'était le film, on l'avait loué. Moi je me souviens très très bien, la première fois que je l'ai vu, on l'avait loué un samedi soir. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben vous, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Ouais, exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zizette épouse X. Et vous savez pas lire? Mais vous êtes complètement abrutis, vous, hein? Je vous en prie, restez courtoise, hein. Je fais ça uniquement par solidarité. Je suis moi-même en ce moment au bout du rouleau, hein. Là-dedans, vous avez fait des ratures partout, vous avez tout salopé ma feuille! Sac à merde! Non mais qu'est-ce qu'elle me dit, la mongolienne, là? Tête de rat! Tu vois ce que j'en fais, moi, de ta feuille, pauvre conne! Oh! Ah! Elle a voulu me péter le pied, la salope! Ainsi s'achève cette Formule Express un peu spéciale, un peu longue. Premier des 3 focus sur nos films de Noël préférés. On se retrouve très vite pour le choix de Tib. Fantôme en fête de Richard Donner avec Bill Murray d'après Charles Dickens. Mick conclura ce cycle sur les films de Noël en vous racontant toute l'histoire de Batman le défi de Tim Burton. Salut messieurs. Salut. On se retrouve très vite pour une nouvelle Formule Express de retour à l'écran. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.